Parler ou ne pas parler de sexualité avec les enfants, comment s'y prendre, quelle posture adopter et surtout quels mots utiliser sont autant de questions que se posent les parents de nos jours. Nous allons essayer d'y répondre avec l'aide d'un spécialiste. Bienvenue à tous sur Sacrés Parents, votre émission consacrée à la santé et à l'éducation des enfants. L'éducation sexuelle des enfants, c'est le thème du jour. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Miam Miam dans la cuisine avec Maman Élise ou l'art de faire de bons petits plats à petit prix. Et donc, ce moment dans l'émission que vous avez où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de nos bouts de chou à la maison. Voilà pour le sommaire. Si vous voulez faire partie de la grande famille Sacrés Parents, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau où je m'en vais dire un bonjour très particulier à Maman Élise. Bonjour Maman Élise. Bonjour Tina. Tu es déjà comme d'habitude au four et au moulin. Bien sûr. Du riz. Du riz avec du poisson. Pas frais mais fumé. Du poisson fumé. Oui, avec la sauce tomate. Riz, poisson fumé et sauce tomate. Qu'est-ce que tu vas nous mettre dans cette sauce tomate? Parce que le riz, on sait comment on le fait. Oui, je vais vous mettre quelques petits légumes comme la carotte, le haricot vert, et un peu d'oignon, un peu de blanc de poireau. D'accord. Tu vas nous faire un bon petit plat avec amour, comme tu as l'habitude de le faire. Sur ce plateau, je suis très, très bien accompagnée aujourd'hui. Des jolies jumelles, une paire de jumelles, Johanna et Kerida, à qui je fais un super coucou comme ça. Elles me regardent pas, pourtant je les appelle. Regardez-moi même, non, mes bébés. Ça va. Qui sont avec leur papa, Étienne. Bienvenue sur le plateau de Sacrés Parents. Merci. Bonjour Tina, bonjour aux spécialistes qui est avec nous et puis bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Monsieur Somo Maurice, psychosociologue de l'éducation, j'aime le présenter, vraiment notre fidèle partenaire pour cette émission. Bienvenue, Monsieur Somo. Merci, je ne peux pas louper le plaisir d'être à côté de Tina une fois par semaine au moins, c'est un avantage que je ne peux jamais négliger. Merci, Monsieur Somo. Le plaisir est partagé. L'éducation sexuelle des enfants, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter ou alors suivre le casse-tête. On se retrouve juste derrière. Parce que moi je suis un garçon comme le reste. De nos jours, il y a trop de petites filles avec des enfants à gauche, à droite. Et pour moi, il faut les mettre dans le droit chemin. Il faut causer avec eux. Il faut les faire comprendre qu'il y a des dispositions à prendre pour ne pas tomber enceinte n'importe comment. Oui, bon. Moi, de mon côté, c'est pour de causer de ça avec les enfants. Oui, effectivement, parce que ça amène à l'enfant à être bien éduqué par rapport à la sexualité et de ne pas avoir des grossesses précoces comme nos jeunes petites sœurs. Elle doit connaître ce que c'est que le sexe. Ce n'est pas des sujets tabous. Si ça dépendait que de moi-même à l'école primaire, on commence à enseigner la sexualité aux enfants. Justement, on doit parler de la sexualité aux enfants. Puisqu'aujourd'hui, nos enfants, quand nous accouchons, réfléchissent avec le modernisme, les enfants sont très avancés par rapport aux parents. Aujourd'hui, au cours moins de, tu trouves les enfants de 8 ans, et déjà au cours moins de, on parle déjà du sexe à l'école. Donc toi-même en tant que parent, en tant que maman, tu es obligé de parler aussi de la sexualité avec les enfants à la maison pour qu'ils évitent. Il y a des enfants déjà à 13 ans, ils commencent déjà à voir leur instru. Et si toi, tu n'essayes pas de leur donner des conseils, comment ils doivent marcher, ça ne doit pas aller. Donc il faut vraiment que nous, en tant que maman surtout, nous essayons de parler de la sexualité aux enfants. À mon avis, oui.
Parce que quand on parle de la sexualité avec les enfants, c'est une façon de pouvoir les sensibiliser pour un futur meilleur, pour éviter peut-être les grossesses précoces, les maladies et les IS. Donc les maladies, non. Et moi, je trouve normal pour un parent de parler de la sexualité avec son enfant. Okay, la sexualité avec les enfants, j'estime que non, parce que nous, on a grandi, on ne nous a pas parlé de la sexualité. Nos parents nous ont parlé de la sexualité avec nous, les enfants. Donc, j'estime que parler de la sexualité avec les enfants, pour moi, je ne pense pas. Il faut avoir un certain âge avant de commencer à parler de la sexualité des enfants, avec les enfants. Oui, déjà, quand on parle de sexualité avec les enfants, ça veut dire que ça dépend déjà de la période par rapport à la sexualité. En ce qui me concerne, je sais déjà que quand déjà je vis avec mes filles à la maison, hein, il y a les filles qui ont 14 ans, bon, moi je ne peux pas leur parler de la sexualité. C'est leur mère qui doit approcher vers eux pour leur dire que déjà, comme elles sont déjà en période de sexualité, bon, elles règlent déjà et tout. Leur mère peut leur dire que bon, pour avoir déjà un petit ami, il va falloir ceci, il va falloir cela, il va falloir peut-être utiliser déjà les préservatifs et si peut-être déjà ils sont encore trop mineurs, c'est pas possible. Mais quand on parle de sexualité, c'est vrai que les enfants doivent être majeurs. Oui, c'est un peu ça. Donc on peut parler en termes de sexualité, en ce qui concerne les enfants, c'est que quand un enfant est majeur, c'est là où on peut parler de sexualité. Oui, c'est un peu ça. C'était donc le casse-tête. Les passants dans la rue ont essayé de répondre à nos questions, à notre question sur le sujet du jour. Doit-on parler d'éducation sexuelle avec les enfants? Pour entrer dans le sujet, la première question que je vais vous poser, M. Somo, au sens de l'éducation, qu'est-ce qui caractérise un enfant? Oui, disons qu'on a toujours défini l'éducation comme un processus par lequel progressivement et méthodiquement on accompagne un enfant vers son insertion dans la société. Alors, par insertion dans la société, on entend l'assimilation d'un ensemble de règles qui sont fixées dans la société et pour lesquelles l'enfant, de façon progressive, se conforme, apprend à se conformer. Donc, le rôle des parents à ce moment est de leur révéler cet ensemble de règles de conduite et de façon à ce que plus tard, harmonieusement, ce soit des individus totalement admis dans leur société et également totalement épanouis. Voilà l'éducation définie de manière générale. Maintenant, si on veut parler d'éducation sexuelle, c'est un peu plus délicat parce qu'il faudrait d'abord commencer par dire ce qu'on appelle sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? C'est lorsqu'on aura défini la sexualité qu'on pourra mieux comprendre ce qu'on entend par éducation sexuelle. D'accord. Étienne, tu es papa de jumelles. Oui. Elles m'ont dit tout à l'heure qu'elles ont un petit frère. Oui, elles ont un petit frère qui a 2 ans. Elles sont à 5 ans et plus. Donc, il a 2 ans. 2 ans. En fait, elle a un problème avec les mois. Toi, tu dis qu'il a 2 ans pourtant. Il a 1 an, d'accord, ok. Bébé a 1 an, il ne faut pas ajouter l'âge de bébé. Il aura peut-être 2 ans en décembre ou bien en novembre. D'accord, donc voilà, je suis un papa de 3 enfants, des jumelles et puis un petit garçon. On va préciser que tu as également pris soin d'une de tes nièces. Oui, j'ai pris soin. J'ai eu pour habitude de garder beaucoup d'enfants quand même à la maison pendant une certaine période, donc plusieurs que j'ai accompagnés à découvrir la partie difficile, c'est-à-dire la puberté. Donc, oui, je suis un vieux père. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, je pense. D'accord. Alors, pour parler de notre sujet, M. Somo, qu'est-ce qu'on entend par sexualité? Du moins, qu'est-ce qu'on entend par éducation sexuelle? Oui. Bon, on ne va pas aller dans un amphithéâtre pour utiliser des concepts compliqués de la sexualité. Mais sinon, de façon générale, l'être humain a, dans certaines parties de son corps, des zones qui sont dites érogènes. Donc, on appelle zone érogène toute partie du corps de l'individu susceptible de susciter un certain plaisir. Voilà. Alors, à partir du moment où une partie de votre corps peut susciter de plaisir pour la personne elle-même ou pour celui qui y accède,
on dit de cette zone qu'elle est érogène, donc elle relève des parties sexuelles. Donc il faut faire très attention à cette nuance que je pose parce que chaque fois qu'on parle de sexualité, on a l'impression de parler de la sexualité dans la dimension coïtale de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les parties bestiales de l'être humain. Non, que de non. Il s'agit bien de toute partie du corps humain susceptible de provoquer du plaisir. Et vous allez découvrir avec moi qu'au fur et à mesure que l'individu se développe au plan physiologique, au plan psychomoteur même, au fur et à mesure qu'il se développe, il y a souvent ce qu'on appelle des migrations des zones érogènes. Par exemple, entre 0 et 1 an, la zone érogène de l'enfant est essentiellement la cavité buccale, c'est-à-dire la bouche. Et il y sent énormément, il prend énormément du plaisir dans la relation avec sa mère lorsqu'il tète le sein maternel. En dehors de cette zone qui lui procure du plaisir, plus aucune autre zone ne lui suscite du plaisir. Donc au fur et à mesure qu'il traverse les âges, il y a donc comme une migration pour que plus tard, je vais vous faire fi des autres étapes, pour que plus tard, lorsqu'il rentre véritablement dans la puberté, eh bien c'est la sédentarisation des zones érogènes dans les parties définitives. C'est-à-dire que chez certaines personnes, c'est au niveau des parties sexuelles, proprement dit ce qu'on appelle les parties génitales. Elles peuvent devenir des parties érogènes. Chez certaines personnes, ce n'est pas là-bas que ça se sédentarise. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dirai par exemple qu'il y a des personnes qui véritablement, pour qui l'accès aux parties génitales ne leur procure aucune sensation de plaisir, c'est d'autres parties qui sont ailleurs et que tu n'as sûrement fait découvrir à son époux. Donc, il y a forcément des parties qui suscitent le plaisir et que parfois les partenaires éprouvent, n'est-ce pas, un malin plaisir justement à découvrir. Donc, l'éducation sexuelle, c'est en fait un enseignement, un ensemble d'enseignements par lesquels on apprend à un individu à faire usage de ces parties érogènes sans que cela ne lui porte à cette personne, sans que cela ne lui porte préjudice. Bon, les préjudices, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on parle en termes de grossesse non désirée, on parle en termes de maladies, ainsi de suite. Donc, l'éducation sexuelle, c'est un ensemble de procédés par lesquels les parents apprennent progressivement à leurs enfants de faire usage de leur zone sexuelle, c'est-à-dire de leur zone érogène, pour le bien, pour un bien à eux-mêmes et à la société, et pour que ça devienne plutôt des parties de véritable plaisir et d'intégration dans la société. D'accord. Étienne, peut-être que c'est pas comme ça que tu voyais l'éducation sexuelle. Peut-être que le spécialiste nous en dira davantage au courant de cette émission, parce que moi aussi je la voyais pas comme ça. On apprend chaque jour. Toi, avec ta nièce, tu as beaucoup discuté de sexualité avant qu'elle ne rentre dans la puberté. Comment tu t'y es pris et quels sont les mots que tu as utilisés? Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de lui parler de sexualité? Donc, il faut comprendre que comme le spécialiste vient de le dire si bien, il faut observer les enfants, observer la croissance aussi en même temps. Et c'est dans ce sens que j'ai pensé qu'il fallait, à un certain moment, lui parler de la vie sexuelle. Parce que pour éviter beaucoup de dérapages, pour éviter, comme le spécialiste l'a dit si bien, des déviances, ce mot qui était très cher à une certaine époque au Cameroun. Donc voilà pourquoi j'ai dit, bon, il faut échanger avec ma fille, parce qu'elle était à la maison et elle grandissait à mes yeux. Et forcément, il y avait des découvertes de son corps. Il fallait cadrer, il fallait qu'elle comprenne pourquoi elle change, il fallait qu'elle comprenne ce qu'on attend d'elle dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi je le faisais régulièrement. J'échangeais avec elle. Quand je constatais qu'il y avait déjà un intérêt particulier pour certains programmes télévisuels, oui, on comprend une fois que là, il y a quelque chose quand même que la personne veut découvrir. Okay. Et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Ça a été facile, l'approche? Comment tu t'y es pris? Non, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Vous savez, il est plus facile à un papa de causer, de parler de la guerre à ses enfants que de parler de sexualité.
Mais il fallait le faire et puis on est allé de la manière la plus douce, certes, mais avec un peu plus de fermeté quand même. Parce qu'il fallait. Ils ne sont pas nombreux, les parents comme Étienne, qui sont ouverts à la discussion sur la sexualité. Dans notre société, d'ailleurs, M. Somo, le sexe, de manière générale, est encore jugé tabou, ce qui peut avoir des conséquences parce que la naïveté et l'ignorance des enfants peut parfois les pousser à un comportement à haut risque. Oui, ça fait partie de ce que la société africaine, entre parenthèses, a placé comme étant des tabous. C'est un peu comme quand on disait aux enfants qu'ils ne pouvaient pas manger l'œuf parce que c'était une affaire de grands. Et des choses ont été classées comme étant tabous au regard du plaisir que cela donnait à des grandes personnes. Oui. Parce que c'est là qu'il faut trouver le caractère tabou de la sexualité dans la société africaine en particulier. C'est comme on disait, je parlais de l'œuf tout à l'heure, au regard du fait que l'œuf est un aliment très agréable, dont les grands, pour limiter ce qui y avait accès, on dit c'est pour les grands. Tout ce qui était très bien appartenait aux personnes d'un certain âge. Et comme effectivement la sexualité imposait un certain nombre de plaisirs véritablement, alors une certaine tranche d'âge de notre population, dans sa culture, l'a imposé comme quelque chose d'absolument tabou pour qu'on n'en parle pas avant un certain âge. Car à la vérité, avant l'avènement d'une certaine génération, c'était quand même assez rare les conséquences qu'on connaît aujourd'hui et qui sont liées à la sexualité. Aujourd'hui, cela peut s'expliquer par le fait qu'on dise « attention, il y a tel ou tel danger auquel la personne peut être exposée ». Mais avant, il faut dire, ce n'était pas ça du tout. Effectivement, aujourd'hui, c'est normal que des parents beaucoup plus jeunes comme lui, n'est-ce pas, par le fait qu'ils soient déjà eux-mêmes cultivés, n'est-ce pas, comprennent que ce n'est pas véritablement un tabou et qu'il est nécessaire, de façon prophylactique, n'est-ce pas, de parler de sexualité à un enfant. Mais comment parler de sexualité à un enfant? À quel âge faut-il lui en parler? Quelles sont les expressions qu'il faut utiliser? Là, déjà, ça devient un peu plus délicat. Et on va en parler tout au long de cette émission. Nous sommes là avec Kérida et Johanna. La question que je veux te poser, Étienne, c'est est-ce qu'avec elle, tu parles déjà de sexualité? Non. Pas encore? Pas encore, mais on observe en fait. C'est vrai, avec l'évolution de la vie, les mœurs et l'évolution aussi des habitudes sociales. Peut-être avant on parlait à partir de 18 ans, 19 ans. Très fortement, on constate qu'à partir de 13 ans, 14 ans, il y a déjà le besoin de dire quelque chose quand même. Donc on observe, je ne sais pas encore peut-être à quel âge, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'à 6 ans, 7 ans, on va être livré à ce genre d'exercice. Mais bon, on observe encore pour l'instant. C'est pour ça que le spécialiste est là, justement, peut-être pour nous dire à quel âge un enfant peut-il être réceptif au discours sur la sexualité. Oui, si on s'en tient à la définition que j'ai donnée de la sexualité, il va de soi que jusqu'à pratiquement l'âge de 5 ans, tout le plaisir que l'enfant ressent ne peut pas être expliqué en termes de sexualité. Ça peut tout simplement être traduit en termes de plaisir, tout simplement, sans plus ni moins. Cela satisfait un certain nombre de pulsions internes à l'enfant, et lorsqu'elles sont satisfaites, c'est tout. Bon, maintenant, il n'y a aucun danger à ce qu'un enfant qui puisse prendre le sein de sa mère et y éprouver du plaisir. Il n'y a aucun danger à cela. Un plaisir qui n'est pas sexuel. Oui, ce plaisir n'a rien de sexualité, n'est-ce pas, au sens de la compréhension générale des choses, mais peut avoir le sens de sexualité dès lors qu'on se situe dans une certaine science. Là, c'est un peu plus complexe. Laissons cela de côté. Mais à quel âge est-ce qu'il faut déjà commencer à leur parler? Il y a un âge au-delà duquel ça commence à être tard et en deçà duquel ça devient trop tôt. Trop tôt. Donc, il faut vraiment calibrer cela. Maintenant, tout va dépendre de la maturation physiologique et psychologique de l'enfant. Vous savez que, en termes d'âge, il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique, c'est l'âge réel, l'enfant a 2-3 ans. Il y a ce qu'on appelle l'âge mental, c'est comment l'enfant réfléchit, raisonne, s'adapte à son environnement. Mais il y a également ce qu'on appelle l'âge physiologique.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant de 10 ans qui vous fait un enfant de 15 ans. Vous avez ailleurs un enfant de 18 ans qui vous fait un enfant de 9 ans. Donc, il y a ces 3 éléments qui doivent à tout moment être pris en compte pour savoir à quel moment il faut parler de sexualité. Disons que avant 5 ans, l'enfant vit une certaine relative sexualité à travers ce qu'on appelle le conflit d'Édipe, la triangulation édipienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces enfants comme ceux-ci, leur maman doit déjà avoir fait le constat que parfois, ils ont bien envie d'être avec leur papa et veulent éloigner leur maman. C'est naturel. Bon, sauf que là, jusque-là, on ne peut pas parler d'amour au sens de la sexualité. Exactement. Voilà. Maintenant, après 6 ans, se développe, parce que les enfants vont déjà à l'école, se développe déjà un certain sens de curiosité chez les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des images qu'ils perçoivent dans la rue. Pendant que les parents regardent peut-être une émission de télévision, les enfants regardent quelque chose et qui attire leur attention. Je vais vous dire par exemple, lorsque pour un jeune garçon, au moment où la maman pose un acte de propreté et que l'enfant touche, et que la maman touche à ses parties génitales, s'il éprouve une certaine sensation, et la maman va vous dire que l'enfant, souvent à cet âge, commence à éprouver une petite sensation, on voit sa verge qui se développe et qui prend des proportions, tout d'un coup il se met un peu en érection, si on peut appeler ainsi. Maintenant, il doit avoir une interprétation de cela. Donc du coup, lorsqu'il va voir à l'extérieur de la maison quelque chose en rapport avec ces parties de son corps, il peut commencer déjà à partir de ce moment à se poser un certain nombre de questions pour lesquelles les parents doivent apporter des réponses. Alors, c'est-à-dire qu'on lui dit, ça c'est le pipi, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ça leur donne un certain nombre d'explications. Donc, entre 5 et pratiquement 10 ans, c'est à travers un certain nombre d'images, un discours qui tend plutôt à expliquer aux enfants les parties de son corps qu'à leur expliquer le fonctionnement de ces parties. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'autre tranche d'âge et je vous dirai pourquoi. Et sur quel mot utiliser pour parler aux enfants. Maman Élise, je riais tout à l'heure parce que quand M. Somo a parlé des réactions, j'ai pensé à mon petit garçon qui me demande souvent, maman, pourquoi c'est dur comme ça quand ça change, quoi. Maman Élise, est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de parler de sexualité dans la société actuelle, dans la société dans laquelle on vit, surtout quand on sait que certaines personnes ont une sérieuse difficulté à s'ouvrir sur le sujet, parfois à cause des traditions, parfois à cause de la culture et tout ça là? C'est vrai qu'on a toujours parlé de sexualité, mais de façon différente. Parce que dire qu'on n'en parle pas, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est de façon différente. Oui. Parce que même chez nous en Afrique, ou chez nous au Cameroun, ou dans mon village, on commence à apprendre à l'enfant que cette partie, c'est une partie délicate. C'est une façon de parler de sexualité, de lui dire que cette partie, elle est une partie délicate. Il ne faut jamais laisser que quelqu'un touche. Si quelqu'un touche, tu viens me dire. C'est déjà préparer l'enfant à savoir que cette partie, il ne faut pas toucher. Pour un enfant qui comprend, il commence à se défendre dès que tu arrives à vouloir toucher sa partie interdite. L'enfant va te dire que non. Mon parent a dit qu'on n'y touche pas. C'est une partie difficile. On choisit toujours des petits noms. Des mots, oui. Des petits mots pour distinguer. Atténuer. Voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas, il y a, mais c'est d'une autre façon. Monsieur Somo, dans quel contexte aborder justement les enfants pour leur parler de la question de la sexualité? Vous faites bien de parler de contexte, parce qu'en fait, on ne peut pas leur parler de sexualité à tout vent, au risque de banaliser la chose. Il ne faudrait pas non plus que ce soit un sujet extrêmement grave, de façon à ce que les enfants y rattachent beaucoup trop d'importance. Je crois que c'est tout simplement le prétexte qui doit être bien choisi. Et généralement, il est souhaitable que ce soit les enfants qui soient les premiers à provoquer cela
ou alors les observations des parents. C'est-à-dire qu'à un certain âge, l'enfant peut venir vous poser une question. Et vous voyez que cette question est relative à la sexualité. Vous en prenez donc le prétexte pour lui expliquer beaucoup de choses. Vous verrez par exemple qu'il y a une progression de l'enfant. Et à un moment donné, lorsque il se lavait ou elle se lavait, il n'y avait pas de problème à ce que vous ayez cherché du savon dans les toilettes, mais à un moment donné, lorsque vous constatez qu'il bloque, il commence à bloquer les toilettes avant de se laver, ça veut dire que des idées sur la sexualité lui viennent déjà. Donc c'est cet ensemble d'attitudes en rapport avec ces parties intimes que les parents doivent observer et savoir qu'il est temps de leur parler de sexualité. Bien. C'est pourquoi aussi, par exemple, par rapport à des choses comme des images de la télévision, il ne faut pas tout de suite tout coder à la fois. Il faut cibler un peu les centres d'intérêt des enfants et savoir vers où portent leur intérêt et savoir, tiens, ils s'intéressent déjà à des choses en rapport avec la sexualité. Mais comme je le disais tout à l'heure, à partir de 9 ans quand même, surtout 10 ans, mettons 10 ans, dans le cadre africain, il y a déjà au plan psychologique une certaine maturation. Qui fait que de plus en plus l'enfant veut comprendre déjà un certain nombre de choses en rapport avec la sexualité. Et généralement, dans ce qu'on appelle à l'école, on suppose qu'entre 10 et 14 ans, l'enfant atteint déjà la classe de 3e autour de là. C'est pourquoi on avait mis dans les matières comme sciences de vie, les sciences humaines, on mettait la reproduction humaine. Justement parce que c'est le moment approprié pour apprendre à l'enfant à connaître son corps et justement au niveau de la reproduction humaine, à savoir à quoi chaque partie de son corps devrait servir. C'est justement à ce moment que les parents doivent enfoncer le clou parce que ça coïncide aussi, heureusement, avec la période de la puberté et toutes les conséquences qui vont avec. Donc, si vous ne parlez pas de l'enfant avant sa puberté, avant qu'il n'entre dans la période de puberté, si vous ne lui expliquez pas la constitution de son corps et son fonctionnement, il entre de plein fouet dans la sexualité et ne sait donc pas faire usage de son corps. C'est un danger. Bon, alors, si vous lui en parlez après, vous risquez tout simplement de venir colmater les brèches parce que les dégâts auraient été déjà commis. C'est pourquoi avant d'entrer dans la période de la puberté et que vous avez constaté les centres d'intérêt de vos enfants se porter sur des choses en rapport avec la sexualité, par rapport à un certain nombre d'attitudes que j'ai décrites, il faut déjà commencer à lui parler de la sexualité. Mais là encore, reste à savoir les mots qu'il faut utiliser. On en parlera tout à l'heure. Étienne, quelle est la posture que tu as adoptée avant que le spécialiste nous dise quelle est la posture idéale? Comment est-ce que tu convoquais ta nièce, tu t'asseyais avec elle ou alors c'était comme ça dans la volée? Non, de façon générale, c'était dans la volée parce que c'est, comme le spécialiste a dit, il faut pas alarmer. Parce que quand on l'alarme, on braque. C'est ce que j'ai pensé. C'est beaucoup plus dans l'observation. Ça peut être devant une série, ça peut être on voit la réaction de l'enfant. Et c'est là où on peut dire, bon voilà, tiens, tu vois ce genre de choses, voilà comment il faut aborder ça. Et puis ça peut prendre un sujet avec quelques petites blagues, quelques petites histoires aussi drôles, mais qui savent quand même être porteuses quand même d'une leçon, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passait. Donc c'était après une série, c'était quand on vient demander la permission pour aller à une kermesse. On essaie quand même d'échanger, de dire, bon voilà, il y a quelques petits trucs qu'il faut comprendre, que les intentions ne seront pas forcément les mêmes pour tous ceux qui y seront, et puis voilà. Et puis un sujet peut s'ouvrir. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là que, c'est dans cet environnement-là qu'on essaie d'échanger quand même. Donc c'est pas de façon, c'est pas comme une leçon. Programmée, non, pas du tout. C'est la bonne méthode, Monsieur Saumon? Oui, absolument. Elle est naturelle, c'est la méthode naturelle qui s'insère dans le programme général et global de l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir un temps à part pour parler de l'éducation en général et parler de l'éducation sexuelle en particulier.
il faut donc que les parents, à un moment donné, trouvent un temps pour échanger avec les enfants. Et lorsqu'ils échangent avec ces enfants, ils en profitent donc pour intégrer un sujet en rapport avec la sexualité. Donc ça relativise les choses et ça lui enlève le caractère grave de façon, comme il disait, à ne pas traumatiser l'enfant et à penser que le sujet est extrêmement grave. Donc c'est bien à la volée de temps en temps d'en parler avec les enfants. Maman Élise, comment toi tu fais avec les petits-enfants? Tu les prépares? Comment tu les prépares? On les prépare. Comment? On les prépare de beaucoup de façons. Par exemple, quand la maman est enceinte, les enfants ont toujours tendance à demander comment l'enfant est arrivé dans le ventre. Ah, ça? Comment est-ce que l'enfant va sortir et tout ça. Par rapport au comportement de ton enfant, par rapport à sa compréhension, tu trouves des mots pour lui expliquer comment ça se passe, pour qu'il ne soit pas surpris. Et avec l'avènement de la télé, des réseaux sociaux, ils sont plus avancés que nous. Oui. Parce que l'enfant te pose une question dont il a la réponse. Et si toi maintenant tu oses mentir, tu deviens un imbécile devant lui. Donc chercher des termes et le mettre en confiance, que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut attendre comme ça, voilà comment ça évolue jusqu'à tel moment. En ce moment, toi aussi, tu pourras être comme X ou Y. Voilà comment moi... Justement, Monsieur Somo, parlant de la tranche de moins de 10 ans, c'est-à-dire en dessous de 10 ans, c'est vrai que leur problème principal, généralement, c'est de savoir comment ils sont arrivés au monde. Moi, je vis ça tous les jours. La question revient chaque jour. Maman, comment j'ai fait pour sortir de ton ventre? Comment j'ai même fait pour entrer dans ton ventre? Voilà. Est-ce que de dire à l'enfant, quand tu seras grand, tu comprendras, parce que l'enfant n'a pas encore 10 ans et qu'on estime qu'il n'a pas la maturité nécessaire? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais dire à un enfant, quand tu seras grand, tu comprendras, c'est attiser davantage sa curiosité. Oui. Bon, il y a une limite qu'il ne faut peut-être pas franchir dans les propos. Oui. Donc, il y a un langage du style, pour que l'enfant vienne au monde, il faut que un papa et un maman se couchent et qu'ils dorment. Quand ils dorment, après, il faut que le ventre de maman gonfle. Après, quand le ventre de maman est gonflé, après, un enfant naît. Le gâteau est cuit. Bon, et puis, voilà. Donc, à un certain âge, l'enfant n'a pas besoin d'en savoir plus que ça. Plus. Bon, c'est donc plus tard que certaines zones d'ombre peuvent être éclairées. Ce papa et maman qui dorment, qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai qu'il y en a bien vicieux qui se demandent... Vous dormiez seulement. Vous dormez seulement. En ce moment, il faut lui dire, oui, papa et maman dorment seulement. Parce qu'en fait, il ne faut pas banaliser non plus des concepts en rapport avec la sexualité. Parce que lorsque vous banalisez, le risque chez les enfants, c'est d'aller s'essayer à faire certaines choses en disant que c'est des choses banales, trop banales. Donc, il faut relativiser cela, il faut se mettre à ce niveau-là. Donc, c'est au fur et à mesure qu'ils grandissent, lorsqu'ils atteignent, par exemple, 10-12 ans, en ce moment, ils sentent à travers leur corps un certain nombre de transformations qui ont cours. Là, vous pouvez leur expliquer qu'effectivement, lorsque je te disais qu'un homme et une femme dorment, voilà, après, toi-même, quand tu dors, qu'est-ce que tu ressens? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça progresse. Donc, c'est un processus qui est progressif pour une famille équilibrée où, n'est-ce pas, l'éducation sexuelle se fait de façon méthodique. L'éducation sexuelle des enfants, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va s'arrêter pour la question des internautes en vous rappelant que vous pouvez faire partie de l'émission, réagir à tout moment en vous rendant sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacrés Parents. Pour l'instant, on s'arrête pour EDOC. On se retrouve juste derrière. Et donc, je suis mariée et père de 3 enfants, dont 2 garçons âgés entre 9 et 15 ans. J'ai remarqué que ma femme n'éprouve aucune gêne à exposer sa nudité devant ces derniers. Ce comportement est-il conforme, Monsieur Somo? Non, pas du tout. Il n'est pas conforme du tout. Il y a des principes moraux qui doivent
guider la vie en famille. Et ça relève de ce qu'on appelle la pudicité. C'est-à-dire les parents doivent inculquer aux enfants le sens de la pudicité, à savoir qu'on ne se met pas nu devant les personnes. Et cela doit commencer par les parents. Que ce soit la maman ou le papa, il est indécent. C'est aussi une question de décence, il est indécent. Et surtout que cela a pour être très dangereux chez les petits-enfants qui commencent à se poser pas mal de questions. Pour le jeune garçon qui regarde sa maman nue, en fait, se pose une première question, c'est pourquoi je ne suis pas situé comme maman? Cette question-là, il ne viendra pas vous la poser pour certains peuvent vous la poser. Quelle est la réponse que vous lui donnerez? Ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux que ce mystère que les enfants doivent entretenir entre eux, en tant qu'êtres constitués, et leurs parents, soit entretenu, et c'est sur cette base que se constitue le premier respect que les enfants ont pour les parents, parce qu'ils ne savent pas en réalité comment les parents sont constitués. Ils ont l'impression qu'ils sont constitués différemment et que leurs parents sont des êtres imaginaires qui n'ont rien à voir avec leur propre constitution. Et là, ça fait donc ce sens de respect continu avec les enfants. C'est une question d'indécence, c'est une question de pudicité, mais également c'est une question psychologique qui peut avoir des conséquences néfastes. L'erreur, le problème des parents, c'est qu'ils se disent souvent « Ah, ce sont mes enfants », c'est surtout les mamans, « Ce sont mes enfants ». Comment ça se passe à la maison, Étienne, de manière générale, l'organisation de la maison avec les enfants? Non, déjà, on ne présente pas la nudité, même à ses frères. À la maison, ça met un peu mal à l'aise. Donc, c'est depuis justement le bas âge qu'on commence à montrer que le corps, la nudité est sacrée quand même. Dans l'éducation, il faut déjà que l'enfant comprenne ça. Et vous ne pouvez pas dire à votre enfant que la nudité est sacrée quand vous-même vous exposez votre nudité à la maison. Je crois qu'on doit prêcher par le modèle. Et dans ce même sens-là, ce n'est pas quand même permis. Ce n'est pas permis de présenter sa nudité à ses enfants. Et c'est intime, c'est des parties intimes en même temps. Donc le terme intime qu'on a utilisé pour parler de ces parties-là, je crois que cela dénote du fait que ça doit être caché quand même au vu des autres et dévoilé à sa personne, à la personne avec qui on est. Donc même les frères et sœurs doivent apprendre à ne plus faire ce genre à ne plus se livrer à ce genre d'exercice à la maison. À un certain âge, déjà qu'on partage les chambres, celles qui ils peuvent dormir dans la même chambre. Le spécialiste est là, peut-être qu'il nous donnera aussi la tranche d'âge, mais je pense qu'à un certain âge, forcément la fille a déjà besoin d'avoir sa chambre, le garçon aussi de son côté, et puis c'est pour garder justement cette intimité-là. Oui, on va peut-être avant de sortir de la question des internautes, puisque ça rentre dans notre sujet, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour partager certaines choses avec son enfant? Est-ce qu'à partir de quel âge il faut commencer à mettre cette barrière-là entre son fils ou sa fille et soi? Non, disons que quand vous parlez de barrière, je ne comprends pas très bien quel type de barrière vous voulez, mais dans tous les cas, le père doit rester dans sa posture de père, la mère dans sa posture de mère, et les enfants dans leur situation d'enfant, de façon à ce que dans ce jeu de rôle qu'il y a, que les gens sachent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, il n'y a pas une barrière à mettre, il y a plutôt une emprise que les parents doivent avoir sur les enfants afin de leur dire ce qui est bien de faire et ce qu'il n'est pas bien de faire. Donc, logiquement, on ne peut pas laisser les enfants accéder à l'intimité des parents lorsque les conditions économiques, bien sûr, ça il faut préciser, le permettent. Même si les conditions économiques ne le permettent pas, il a bien précisé la dimension de l'intimité est un modèle que les parents doivent inculquer aux enfants. Même déjà tout petits qu'ils sont, il faut leur apprendre déjà que si tu veux te déshabiller, ce n'est pas bien de te déshabiller au milieu des gens. C'est plus tard qu'on leur expliquera pourquoi ce n'est pas bien de se déshabiller au niveau des gens. Donc, il y a des schèmes de comportement qui doivent être inculqués aux enfants très jeunes pour qu'ils les développent plus tard, quitte à ce que les explications leur soient données quand l'âge approprié est atteint. D'accord. Maman Elise, ça sent bon. J'ai faim, monsieur Somo. Ouais, on arrête.
Oui, je pense que si ça ne dépendait que de moi, on arrêterait. J'ai faim, on va arrêter tout à l'heure. Étienne, tu as une compagne, mais on va dire que tu prends ce rôle d'éducateur très à cœur. Je ne sais pas si elle t'a donné le bâton de commandement ou alors les responsabilités sont partagées. Tu fais à ton niveau et elle fait à son niveau. Est-ce qu'elle est à l'aise avec la question? Oui. Déjà, les responsabilités sont partagées. Elles sont totalement partagées parce que il y a des sujets forcément où elle est mieux placée pour prendre les sujets. Il y a des sujets qu'elle doit prendre mieux que moi avec les enfants, surtout les filles. Oui. Donc forcément, quand déjà on parle de la puberté, où le corps se développe et sans doute aussi il y a des métabolismes que vous connaissez, qui commencent à apparaître, que je n'ai pas connu dans ma vie. Donc forcément, je ne pourrais pas être mieux placé que celle qui a connu ce genre de métabolisme-là. Donc, effectivement, c'est partagé et c'est à elle de prendre une certaine partie. Mais tout comme j'ai dit tout à l'heure, les ouvertures sont encore plus grandes avec moi. Pourquoi? Parce que c'est les sorties qu'on réglemente et c'est moi qui donne l'autorisation de sortie de la maison. Donc forcément, j'entre un peu plus dans les sujets. Mais en termes d'intimité profonde, je crois que c'est la mère qui doit gérer. On va s'arrêter pour les petits génies. On vous rappelle toujours que vous pouvez partager avec nous les vidéos de vos bouts de chou, les exploits filmés de vos enfants à la maison. Il vous suffit de nous joindre sur la page Facebook en tapant Sacrés Parents. On se retrouve juste après les petits génies. C'était donc les petits génies, un bout de chou très fatigué. Monsieur Somo, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation côté parents? Est-ce qu'il ne faut pas, à une certaine heure de la journée, forcer les enfants à dormir? Parce que ça n'arriverait peut-être pas. Non. Est-ce qu'il faut forcer les parents à dormir? Il y a une certaine discipline que tout bon parent doit instituer dans la maison. Il y a des heures de repas, il y a des heures d'études, il y a des heures pour aller au lit. On éteint toutes les lumières. Non, je suis parfaitement d'accord que cette discipline soit instaurée. Maintenant, il faut tenir compte également de ce qu'on appelle l'idiosyncrasie des enfants, c'est-à-dire leur penchant. Il y en a qui voudraient dormir un peu plus tard pour se réveiller plus tôt. Ça dépend de l'âge et de la capacité de se prendre en charge, pour l'enfant de se prendre en charge lui-même. Oui. Bon, je voulais tout simplement revenir sur cet aspect que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir l'âge pour lequel les enfants doivent être séparés, les garçons des filles. Logiquement, cela doit se faire à l'entrée de ce qu'on appelle la triangulation édipienne, c'est-à-dire aux environs de 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'âge au cours duquel l'enfant commence déjà à réaliser la différence qu'il y a entre son frère et lui. C'est à ce moment justement que la séparation doit être faite. Les filles restent entre elles parce qu'elles vont s'identifier à elles et les garçons entre eux. Alors si cette séparation n'est pas faite et que la ligne de démarcation n'est pas convenablement établie, c'est là où se structurent les tendances homosexuelles qu'on découvre aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire que généralement, cette ligne doit être extrêmement stricte, non seulement sur le plan visuel, parce que physiologique ça l'est, mais également intégrée par les enfants. Et alors, si ce ne l'est pas fait, les jeunes filles pensent que elles peuvent faire ce que les garçons font, les garçons pensent qu'elles peuvent faire ce que les filles font, ainsi de suite. Donc, il faut véritablement qu'à la triangulation édipienne, avec la réalisation du moi de l'enfant, moi je suis une fille parce que je suis constituée comme ça, l'autre est un garçon. À ce moment, il faut immédiatement
procéder à leur séparation. C'est très bon à savoir ça. J'espère qu'à la maison, les parents écoutent. On va donc continuer on va entrer dans la troisième et dernière partie de cette émission. Je suis un peu perturbée parce que ça sent très bon dans la cuisine. Maman Élise, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes pour arriver à la fin de cette sauce tomate? Parce que je pense que c'est presque prêt. Notre sauce tomate au poisson fumé. Comment on a procédé? La sauce tomate au poisson fumé se mange aujourd'hui avec du riz. Oui. Nous avons bien nettoyé nos poissons fumés parce que nous les avons achetés déjà fumés. On a lavé avec un peu de vinaigre et du sel parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ce poisson a été fumé. Et nous l'avons légèrement passé à de l'huile. Nous avons mis un peu de tomates, oignons, blanc de poireaux comme je disais tout à l'heure et un peu de carottes. Ça va se manger avec du riz. Toujours avec amour, Maman Élise. Maman Élise fait tout avec amour, tous ses plats avec amour. Monsieur Somo, pour entrer dans la dernière partie de cette émission, on va parler des risques, si risques il y en a, liés à l'éducation sexuelle des enfants. Forcément, une mauvaise éducation sexuelle de l'enfant fait forcément les enfants ratés sur le plan de l'éducation tout court. Parce que nous, ici, en tant que parents, nous savons quelle est l'importance de la sexualité dans la vie de l'enfant. Beaucoup d'enfants ont été perturbés dans leur développement, dans leur éducation en général, parce que sur le plan sexuel, il y a un événement important qui se soit déroulé. C'est pourquoi je tenais en début d'émission de parler de la sexualité plus globalement. Je ne vous apprendrai rien lorsque je vous disais par exemple qu'une relation au niveau du stade oral, c'est-à-dire où la sexualité est située dans la cavité buccale, si ça ce n'est pas bien négocié au sortir de là, ça peut faire un psychopathe plus tard. Oui. Ça c'est très important. Bon, maintenant également, au fur et à mesure que l'enfant grandit, si vous banalisez la sexualité, il y en a qui de façon précoce rentrent dans la sexualité sans avoir le temps de savoir même de quoi il est question. Parce qu'il y en a véritablement qui, avant même d'atteindre 14 ans, 10-14 ans, sont déjà rentrés dans la phase pubertaire. Si on ne leur a pas dit ce que c'est, on sait vers quoi ils vont plonger et du coup, les conséquences sont extrêmement graves. Donc la sexualité est un élément fondamental dans le processus d'éducation de l'enfant. Donc il est de la responsabilité des parents soit de se faire accompagner, soit de développer des stratégies pour se rassurer qu'ils maîtrisent le processus d'accompagnement des enfants vers une sexualité totalement épanouie. Alors, certains enfants qui ont été traumatisés peut-être pendant la phase de la puberté, plus tard renoncent à la sexualité, développent des pathologies sur le plan physiologique qu'on connaît. Il y en a qui deviennent frigides, il y en a qui, avec toutes les maladies que des médecins expliquent et qui sont rattachés à ça. Donc toute la vie d'un homme, disait Sigmund Freud, se réduit à la maîtrise de sa sexualité. D'accord. Voilà. Peut-être tu voulais rebondir, Étienne, non? Non, c'est vrai que c'est très important ce que le spécialiste vient de nous dire, parce que parfois on a des dérapages. À un certain âge, on ne sait pas d'où vient la faute, c'est-à-dire à quel niveau on a glissé. C'est pourquoi il est très important et je voudrais aussi te remercier pour cette émission parce que je crois que beaucoup de personnes vont apprendre comme moi, parce que j'apprends beaucoup là, dans ce sens où il faut connaître quand séparer. C'est 5 ans. Moi, j'ai retenu. 5 ans, approximativement. Voilà. Il y en a, c'est un peu plus tôt. Oui. Dans tous les cas, à travers la gestuelle, vous savez déjà qu'il est rentré dans cette phase. Un mot de fin, Étienne. C'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est une très belle émission. Merci de m'avoir invité déjà. Merci. Mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le nez, vraiment, l'odorat était vraiment. C'est pas évident de se concentrer. Donc, j'espère que les fruits tiendront les promesses des fleurs. Bon, merci bien. C'est un défi. Il te lance un défi.
Merci Étienne d'être venu. Monsieur Somo, un mot de fin. Oui, tout simplement, la sexualité chez les enfants, c'est toute une école. C'est extrêmement délicat. C'est si important et délicat en même temps qu'il est temps que chaque parent en prenne véritablement conscience et qu'il sache que dans ce genre, dans tous les cas, il faut se faire accompagner par un spécialiste. Quand ce n'est pas le cas, il faut au moins aller consulter des personnes qui sont susceptibles de vous donner des indications sur les bons mots, les bons moments, les meilleurs âges, ainsi de suite, pour être sûr qu'on ressort. Parce que quand je vois deux petites poupées comme celle que je vois là, toutes nos prières vont dans le sens qu'elles grandissent dans des conditions idéales, qu'elles deviennent plus tard des femmes totalement épanouies parce que leur éducation sur le plan de la sexualité a été bien menée par leurs parents. Je voudrais dire merci à votre invité de ce jour, Étienne, qui, à mon sens, a une culture assez relevée, ce qui peut nous rassurer déjà sur ce que c'est déjà un bon père et merci pour son épouse. Voilà. Maman Elise, are you ready? Yes. Alors, parlez-nous de ceci. C'est fini, non? C'est fini. On peut manger, non? C'est déjà servi, non? Parce que nous, on a faim, hein, monsieur Somo? Vous aimez le poisson fumé? Je ne sais pas, je me rappelle pas si vous aimez le poisson fumé ou pas. Depuis quand on fait le riz avec le poisson fumé et la sauce tomate? Comment ça? Depuis que les parents sont sacrés. Moi, c'est la sauce d'arachide. Vraiment, c'est ici sacré parent. Bon, d'accord. Si on insiste, il va manger. Sacré maman Élise, hein, vraiment. Merci maman Élise pour le riz, sauce tomate et poisson fumé. Merci à toute l'équipe technique pour cette autre belle émission. Et merci à votre réalisateur. Oui, merci à notre réalisateur. Teur avec eux à la fin. Oui. Merci Étienne d'être passé. Merci Monsieur Maurice Somo une fois de plus. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de garder un œil sur vos enfants. On ne le dira jamais assez. On se retrouve très prochainement. Sacrés parents pour des enfants sacrés.